Cette jeune femme ne reverra plus jamais ses 4 membres de sa famille en vie. La fouille de la maison permettra non seulement de retrouver le meurtrier, C'était un meurtre vraiment atroce. mais aussi de mettre au jour un secret vieux de 3 ans. Il a échappé à la justice la première fois, alors qu'on aurait pu éviter 4 morts supplémentaires. Il y avait des questions auxquelles il fallait répondre. On l'a fait parce qu'on voulait savoir. On ne voyait pas comment ça avait pu arriver. Ça ne pouvait pas s'être passé comme il l'avait dit. Si on examine les dégâts subis par les crânes, cette explication ne tient pas. Et dans son esprit, c'était sa façon, je suppose, d'expliquer ce qu'il avait fait. Plus on avançait et plus il était sur la sellette. Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau des Enquêtes Impossibles. Cette nouvelle série vous plonge dans le secret des experts comme si vous faisiez partie d'une équipe d'investigation. Pendant 3 jours, des membres de la famille Milosevic tentent de contacter Radmila et Tony, son concubin. En vain. Le couple ne répond plus au téléphone. Comme il est exclu qu'ils aient pu s'absenter sans prévenir ses proches, l'incompréhension et l'inquiétude augmentent. Une jeune sœur de Radmila décide alors de se déplacer pour prendre directement de ses nouvelles. Et elle ignore encore, bien sûr, qu'une vision de l'attend dans la maison. Le patron de Tony a téléphoné pour dire qu'il n'était pas venu travailler depuis 2 jours et que ce n'était pas son genre. La voiture était dans l'allée et personne ne répondait. Dara a donc commencé à s'inquiéter. Âgée de 18 ans, Dara est la sœur de Rad. En regardant par la fenêtre, elle a vu du papier brûlé autour de la cuisinière. Et les plaques de la cuisinière étaient toutes rouges. Elle a voulu briser la vitre et entrer, mais son ami l'a arrêtée. Il lui a dit d'appeler la police. Il ne voulait pas qu'elle entre. J'étais de service à Canberra ce 31 mars 1984. Avec un autre inspecteur, un jeune inspecteur. Et il n'y avait que nous ce jour-là à Canberra. J'ai reçu un appel radio du central qui m'a dit que le policier de service avait fait un trou avec sa matraque dans la porte de derrière et qu'il était entré. Il y avait une forte odeur d'essence dans la maison. De toute évidence, on avait tenté d'y mettre le feu. Dans l'une des chambres de derrière, il y avait 3 corps. 2 adultes, un homme et une femme, et une petite fille. Ils avaient été empilés et arrosés d'essence. Et dans une autre chambre, il y avait un petit garçon. Tous avaient été tués par balle. Nous étions jeunes à cette époque, il y a 20 ans, et on avait aussi de jeunes enfants. Alors c'était vraiment horrible. En fait, j'étais ailleurs avec son autre sœur. L'autre sœur de Rad. On était en boîte de nuit et un ami est arrivé et a dit à sa sœur que quelque chose de terrible était arrivé à Rad et à Tony et que nous devions partir. Une famille entière a été assassinée. Radmila Milosevic, Tony Baker, l'homme avec qui elle vit, et leurs 2 jeunes enfants, Danny et Lisa. Après nous avoir conduites à Richardson, ils nous ont fait attendre dans la voiture. Il y avait des rubans tout autour de la maison et quelqu'un est sorti pour dire à la sœur de Rad que Rad, Tony et les enfants avaient été retrouvés morts dans la maison. Elle a perdu la tête. Elle hurlait. Elle était désespérée après la perte 2 ans auparavant de Mariana et Lily.
La mort a déjà frappé la famille Milosevic. Mariana et Lily, les sœurs cadettes de Radmila, sont décédées le 31 décembre 1980 dans un accident de voiture. On ne pouvait pas lui enlever encore 4 membres de la même famille. Mariana et Lily, et maintenant Rad et Tony et les enfants. C'était inconcevable. Beaucoup de questions restent sans réponse pour l'instant. La police est entrée dans cette maison vers 21h30. Elle a trouvé les corps d'un jeune couple et de ses 2 enfants. Les corps étaient dans différentes pièces de la maison. Il n'y a aucune trace de lutte, mais les murs ont été aspergés d'essence. Il n'y a pas eu d'effraction. La porte était fermée à clé. Et il n'y avait pas de vitres brisées. Et en fait, c'était parfaitement calme. On a constaté que le meurtrier avait tenté de nettoyer des taches de sang avec du détergent pour la cuisine. Et en voulant nettoyer les taches, il n'a fait que les étaler. Alors il a posé des coussins sur le sang pour essayer de le dissimuler. Le meurtrier a également voulu effacer ses traces. La cuisinière avait 2 petites plaques rondes à l'arrière, et devant, il y avait une plaque rectangulaire en forme de grille. Et les 2 plaques de l'arrière étaient allumées à fond, mais pas celles de devant. La personne qui a allumé la cuisinière dans sa hâte a tourné tous les boutons dans le même sens, et la plaque de devant, sur laquelle elle avait posé le journal, ne s'est pas allumée parce que le bouton était dans le mauvais sens. Il était sur bas au lieu de fort. La police scientifique essaie de reconstituer les événements. Elle pense que les meurtres pourraient remonter à vendredi. L'examen minutieux de l'intérieur de la maison suggère bientôt aux enquêteurs que le quadruple assassinat s'est sans doute produit plusieurs jours plus tôt. Par chance, dans sa hâte de prendre la fuite, le tueur fou a commis une maladresse qui a évité à la maison d'être incendiée. Incendie, bien sûr, qui aurait détruit la plupart des indices. Ainsi, les policiers retrouvent-ils intact le journal intime que Radmila tenait scrupuleusement au jour le jour. Ce journal contient-il des secrets ou des informations susceptibles de leur fournir des pistes? C'était un vieux cahier d'école dans lequel elle consignait les événements de la journée. Et le dernier passage datait du mercredi 28 mars. Elle disait que son mari et un homme surnommé Tomo suivaient un match de football à la radio. Ce dernier passage nous apprenait qu'il y avait une autre personne dans la maison à ce moment-là, quand ces gens étaient encore en vie. Ce matin, avec son unité mobile, la police a interrogé les voisins. La plupart d'entre eux ne connaissaient pas la famille et personne n'a entendu de coup de feu. Mais les gens avaient vu une voiture, toujours la même, faire des allées et venues autour de cette maison après ce mercredi. Et on avait des informations indiquant que cette voiture pourrait appartenir à Tomo. Il fallait donc identifier ce Tomo et savoir où il se trouvait. Ce soir, la police poursuit toujours son enquête. Elle continue d'interroger les amis et les parents de la famille, mais elle n'a pas trouvé le moindre mobile. Cela fait maintenant des heures que les corps de Rad, Tony et de leurs enfants ont été découverts dans leur maison. Ne trouvant aucune explication à ces meurtres, les enquêteurs vont s'adresser à la dernière personne à les avoir vus en vie. Et cette personne est surnommée Tomo. On a fini par identifier Tomo. Il s'appelait Alan Thompson et c'était un proche de la famille. En fait, c'était un vieil ami de Tony. Je crois qu'ils avaient joué ensemble au football. C'était comme mon grand frère. Il aurait fait n'importe quoi pour moi. J'avais confiance en lui. C'était le grand frère que je n'avais jamais eu. Il faisait partie de la famille. Je crois qu'il m'a appris à conduire à 13 ou 14 ans en cachette sur la route. Il nous emmenait au boom de l'école. Il rentrait chez lui et il venait nous rechercher quand c'était fini. On passait tout notre temps avec lui.
Des passages du journal indiquaient que ce Tomo venait régulièrement et qu'il jouait avec les enfants. Certains commentaires disaient qu'il mangeait toute leur nourriture. On savait que c'était un habitué. C'était aussi le petit ami de l'une des deux sœurs tuées dans un accident de la route, quelques années plus tôt. Tomo a rencontré Mariana un soir. Avec un ami, ils se promenaient en voiture sur l'avenue principale et Mariana et l'une de ses sœurs étaient dans les parages. Ils se sont arrêtés et ont commencé à discuter. Je crois que ça a commencé comme ça. Devenus très vite inséparables, Tomo et Mariana emménagent ensemble. Après 2 ans de vie commune, une tragédie stoppe net tous leurs projets d'avenir. Mariana est tuée dans un accident de la route. Brisé par le chagrin, désespéré, Tomo se rapproche de Radmila et de Tony, la sœur aînée et le beau-frère de sa fiancée, tragiquement disparu. En qualité de meilleur ami de la famille, il passe bientôt la plupart de ses soirées en leur compagnie. On a aussi établi qu'il possédait un véhicule répondant à la description de celui qui faisait des allées et venues. Faut-il considérer Tomo comme un suspect ou comme un simple témoin? Avec mon collègue, on est allé à Kenbeyan et Alan nous a reçus à la porte. Je me suis présenté en disant que j'apportais de mauvaises nouvelles. Je lui ai dit que j'arrivais de chez ses amis de Richardson et qu'ils étaient tous morts. Sur les lieux du crime, les spécialistes de la balistique trouvent des douilles et des balles, indiquant que l'arme utilisée est une carabine de calibre 22. On lui a demandé s'il avait une carabine. Il nous a conduits dans sa remise, derrière chez ses parents. Il a ouvert et a sorti une carabine de calibre 22. On est rentré au siège central de la police à Canberra et on a confié l'arme à nos experts. Vérification terminée. Parfait. Merci, Eric. Ils nous ont conduits au poste de police. Et ils nous ont posé des questions sur Tomo. Ils nous ont demandé s'il possédait des armes ou si on pouvait avoir des raisons de penser que ça pouvait être lui. Et j'ai répondu que ce n'était pas Tomo, qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Au laboratoire médico-légal, le spécialiste en balistique tire des balles avec la carabine de Thompson. Placées sous un microscope et grossies 20 fois, les balles sont ensuite comparées à celles trouvées sur les lieux du crime afin de retenir ou d'éliminer la carabine de Thompson. On voit ici un échantillon du test à gauche et la pièce à conviction à droite. On recherche les rayures qui se font à cause des petits défauts à l'intérieur du canon, sur le plomb. Il laisse ses marques sur le plomb. Ce sont des marques caractéristiques qui sont l'équivalent des empreintes digitales. Elles sont propres à chaque arme à feu et ça nous permet de retenir ou bien d'éliminer l'arme. Dans ce cas, on l'a retenue. Le lendemain, on a appris que Thompson était allé dans une station-service à la sortie de Kenbeyan pour acheter de l'essence. On a retrouvé ce jerrycan sur la scène de crime et c'est quand il est revenu que les voisins ont vu la voiture. Il devenait évident qu'Alan Thompson était notre meurtrier. On l'a interrogé en lui présentant les preuves et au début, il a nié son implication dans les meurtres. Ensuite, il a déclaré « Je suis allé chercher la carabine dans la voiture et je suis rentré avant de commencer à tirer. » Mais il nous a dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait et qu'il tirait au hasard. Ça ne correspondait pas à la scène recréée par les experts. Les tirs étaient plus contrôlés, plus précis. Il ne s'agissait pas de tirs au hasard d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Lorsque la balle sort du canon d'une carabine, elle projette des résidus de poudre dans l'air. Tu peux vérifier que je suis en contact? Plus le canon est proche de la cible et plus ces résidus sont concentrés autour de l'orifice d'entrée de la balle. Prêt? Feu!
plus il est éloigné, et moins ils sont denses. Les experts comparent les résultats obtenus avec la carabine de Thompson aux résidus situés autour des impacts de balles sur ses victimes. Ils parviennent ainsi à établir la distance le séparant de chaque membre de la famille lorsqu'il a appuyé sur la détente. Feu. Nous avons établi, je dis nous, je veux dire le spécialiste de la balistique, ont établi que le meurtrier avait d'abord tiré depuis le couloir d'entrée de la maison en direction d'un fauteuil qui se trouvait dans le salon et sur lequel était assise la femme qui portait sa petite fille sur ses genoux. C'est alors que le mari s'est levé de sa chaise. Le meurtrier lui a alors tiré dans la poitrine. Et il a ensuite essayé de s'enfuir du salon et il a fait le tour d'un petit mur pour arriver dans le couloir. Et là, il a reçu une balle à bout portant à l'arrière de la tête. Ensuite, la petite fille, qui était évidemment tombée des genoux de sa mère, a été abattue dans le salon depuis une courte distance. Et on pense qu'il a tiré les corps à travers le couloir pour les empiler dans la chambre de derrière. Ensuite, à un autre moment, l'autre enfant a été tué dans son lit. À bout portant. C'était donc un meurtre vraiment atroce. Alan Thompson, alors âgé de 24 ans, est accusé des 4 meurtres, mais il plaide non coupable lors de son procès. Je ne voulais pas croire que Tomo avait fait ça, mais j'étais assise et j'écoutais les éléments à charge, les éléments présentés par les experts, tout ce qui concernait cette affaire. Alan Thompson est reconnu coupable et condamné à 4 peines de prison à vie. On n'a jamais su quel était le véritable mobile de ces crimes. Mais je crois qu'après la mort de sa petite amie, il a reporté son amour sur Radmila. Bien sûr, je ne suis pas psychologue et je n'ai pas les connaissances suffisantes pour expliquer les comportements, mais d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai pu lire dans le journal intime de Radmila, je crois que Tomo s'était sérieusement entiché d'elle pour une raison ou pour une autre. Et le problème, c'est qu'elle ne voulait pas de lui. Nous pourrions penser qu'à ce stade, l'enquête est sur le point de se conclure. Bien qu'Alan Thompson s'acharne toujours à clamer son innocence, les preuves de son implication dans le quadruple homicide sont maintenant suffisamment solides pour qu'un jury puisse le condamner en cour d'assises. Le mobile du jeune homme n'en demeure pas moins énigmatique. Pourquoi et comment a-t-il pu massacrer 4 personnes? Tandis que cette question taraude psychologues et policiers, un rebondissement spectaculaire transforme bientôt le suspect en pire criminel qu'ait connu l'Australie. En fouillant la maison, on a retrouvé des albums avec des articles de journaux évoquant la mort des 2 sœurs tuées quelques années plus tôt dans un accident de voiture. Les 2 jeunes filles de 14 et 17 ans sont mortes après que la voiture a quitté la route et terminé contre un arbre. Les corps ont été entièrement réduits en cendres après l'explosion du réservoir d'essence. L'enquête a conclu à un accident. La voiture a quitté la route et il y a eu une explosion. Le conducteur, qui s'en est sorti indemne, est un proche de la famille, du nom d'Alan Thompson. Il a échappé à la justice la première fois, alors qu'on aurait pu éviter 4 morts supplémentaires. Après les meurtres de Radmila Milosevic et sa famille, la police découvre que c'est justement lui qui était au volant de la fameuse voiture qui a pris feu, coûtant la vie aux 2 sœurs cadettes de Radmila. Est-ce une simple coïncidence de voir le même homme responsable de la mort de 3 sœurs, ou bien y a-t-il un secret derrière tout ça? Thompson affirmait faire le chemin de Cooma à Canberra par l'autoroute avec les 2 filles à l'arrière de la voiture. C'est une voiture arrivant à grande vitesse dans l'autre sens qui les a fait sortir de la route. Il est tout de suite sorti de la voiture par l'avant. Il est allé voir le capot et c'est là qu'il a vu des flammes s'échapper du moteur. Il a essayé d'ouvrir la portière pour libérer les 2 filles. Mais
La voiture a très vite été engloutie par les flammes et les 2 adolescentes sont mortes à l'intérieur. On m'a appelé à mon travail pour m'annoncer que Mariana et Lily étaient mortes et que Tomo avait été brûlé au bras en essayant de les sortir de la voiture. Le jour de l'enterrement, il est resté très en retrait. Il ne voulait parler à personne. À chaque fois qu'on voulait le prendre dans nos bras, il nous repoussait. Il voulait rester seul. Il lui arrivait de se réveiller en pleine nuit et de crier le nom de Mariana. On a vraiment fait de notre mieux pour être là quand il avait besoin de nous. Cet accident est-il le fruit d'une coïncidence ou une fatalité frappe-t-elle la famille Milosevic? En effet, à 2 ans et demi d'intervalle, 3 sœurs ont succombé à des morts violentes. Comme on sait maintenant que Thompson est vraisemblablement l'auteur du meurtre de Radmila, n'est-il pas étrange de constater qu'il se trouvait aussi au volant du véhicule qui a percuté un arbre avant de s'embraser? Et tandis que Thompson était sorti indemne de l'accident, Mariana et sa jeune sœur avaient péri carbonisés. Bien que le coroner de l'État ait confirmé la thèse de la mort accidentelle, Rick Nines et Tom McKillen, son équipier, ont des doutes sur la véracité de cette version des faits. Et pour en avoir le cœur net, ils décident de réexaminer les circonstances du drame et de recueillir de nouveaux indices. Mariana Milosevic et Alan Thompson sortaient ensemble. Lorsqu'elle meurt, dans un accident de voiture avec lui au volant, Thompson vient chercher du réconfort auprès de la sœur aînée Radmila. 15 mois plus tard, il la tue, ainsi que ses enfants et leur père. Le nom de Thompson étant lié aux 2 affaires, les policiers décident de rouvrir le dossier classé comme simple accident. Le secret d'Alan Thompson est révélé au grand jour et les véritables événements de cette nuit-là sont finalement retracés avec précision. Le dossier faisait mention d'un accident de voiture et rien de plus. Mais on trouvait le dossier incomplet. Les éléments ne permettaient pas de conclure à 100% à un accident. Il y avait des questions qui n'avaient pas été posées et qui auraient permis d'y voir plus clair sur sa version des faits. Heureusement pour nous, les pompiers avaient pris énormément de photos du véhicule et en les regardant de plus près, on s'est aperçu que le témoignage de Thompson ne correspondait pas du tout à ce que montraient les photos de l'accident. S'il roulait à la vitesse qu'il avait prétendu, la voiture aurait subi beaucoup plus de dégâts que ce qu'on pouvait voir sur les photos. Thompson prétend avoir roulé à 70 km/h lorsqu'il a été aveuglé par des phares et a fini sa course contre un arbre. Mais selon des experts de la General Motors, ça n'a pas pu se passer comme ça. Les experts nous ont tout de suite dit qu'ils ne croyaient pas du tout à cette histoire. Ils estimaient plutôt la vitesse à 25 km/h. La question, c'était de savoir pourquoi il avait raconté ça. Peut-être que c'était pour se protéger, et tout simplement parce qu'il avait prémédité l'accident. On a donc décidé de vérifier si notre théorie du meurtre maquillé en accident tenait la route. On a décidé de faire une reconstitution des faits, mais on n'a pas pu le faire avec l'arbre d'origine. On a donc acheté un modèle de voiture similaire et on s'est mis au travail sur un site d'entraînement de la police. On a choisi une partie pentue. Ensuite, on a choisi un arbre aux dimensions équivalentes à celui de l'accident et on a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour essayer d'obtenir une vitesse de 25 km/h. On devait trouver la distance exacte de laquelle lancer la voiture pour obtenir la vitesse adéquate.
On avait tout mis en place. Chacun avait son rôle. Moi, je devais chronométrer la scène. Eric était là pour observer. On avait prévu un chauffeur qui avait accepté de faire la cascade avec tout le matériel de sécurité adéquat. Mais en voyant la pente de plus près, il a finalement trouvé l'expérience un peu trop risquée à son goût. Du coup, il a fini par se défiler et il ne restait plus qu'à trouver un volontaire. Et le seul à bien vouloir le faire, c'était Rick Nines. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et comme il n'y avait plus que moi, j'ai décidé de le faire. Il s'est installé au volant et on l'a lancé à pleine vitesse contre l'arbre. Finalement, je crois avoir pris la bonne décision, parce que ça m'a donné un aperçu de ce qui avait pu se passer dans cette voiture. Et l'impact n'était pas si terrible que ça. Bien sûr, la voiture était complètement cabossée, mais ça ne pouvait pas avoir tué 2 personnes. On voulait pouvoir être sûr de ce qu'il s'était vraiment passé. Si on voulait rouvrir l'affaire, il fallait qu'on ait des éléments concluants à montrer. Malgré les similitudes entre le crash test effectué par les inspecteurs et les dégâts sur la voiture de Thompson, ils n'ont malheureusement pas assez d'éléments pour écarter la thèse de la mort accidentelle. Alors ils décident de se rendre chez un spécialiste des incendies. Il leur faut une réponse. La voiture a-t-elle accidentellement pris feu ou est-ce une mise en scène? Ils m'ont carrément enfermé dans une pièce avec des vidéos et des photos, en me disant qu'ils repasseraient vers 16 heures pour avoir mon avis. Les premières conclusions du coroner avaient été que le feu avait pris sous le capot. Et le feu aurait été causé par le contact entre un des ressorts de la batterie et une de ses bornes, provoquant une étincelle à l'origine du départ du feu. Sur les photos, on pouvait voir la voiture remorquée par une dépanneuse et tout semblait indiquer que ses phares étaient encore allumés. Ça me paraissait quand même un peu absurde d'affirmer que le feu avait été provoqué par la batterie. Si on regarde les dégâts moteurs, on voit qu'il y a eu surchauffe des câbles et des durites, mais on ne voit pas de brûlure à proprement parler. S'il y avait vraiment eu le feu, les fils seraient au moins à nu pour peu qu'ils aient résisté, mais en aucun cas, ils ne seraient encore isolés. Les durites et les courroies auraient brûlé. De plus, le feu se serait propagé jusqu'au pare-feu, ce qui n'était absolument pas le cas. Les dégâts causés par le feu étaient davantage visibles à l'intérieur de la voiture que dans le moteur. Le moteur semblait en parfait état de marche pour un appareil censé être ravagé par les flammes. Ça ne collait pas. Pourquoi y avait-il des traces de feu dans l'habitacle et pas dans le moteur alors qu'il était censé être parti de là? Pour Tom McKillen et Peter Thatcher, l'expert en incendie du centre médico-légal, trop d'invraisemblances décrédibilisent la version des faits fournie par Thompson. Ce dernier affirme en effet qu'après le choc, le feu s'est propagé du moteur à l'habitacle en quelques minutes. Or, à moins d'utiliser un accélérateur de combustion, une voiture ne peut pas brûler complètement car, en dehors du réservoir, des pneus, des sièges et des garnitures, peu de matériaux sont inflammables. Pour lever le doute, les policiers décident de reconstituer l'incendie en utilisant une voiture identique à celle que conduisait Thompson. You got the stopwatch going? Take it right, mobile force. Fire me now. Pretty good fire. That's what we wanted. Starting to drip through now at the bottom. It starts to drip That's got more oxygen food in that too. On a commencé par arroser le moteur d'essence, une quantité équivalente à celle qui était censée s'être échappée du carburateur. 40 seconds.
Si l'essence a effectivement pris feu dans le moteur, il a très vite été circonscrit en raison du manque d'oxygène. On a remis de l'essence dans le moteur pour tenter de raviver le feu et pour qu'il se propage dans l'habitacle. Mais on a quasiment été obligé de l'inonder pour que quelque chose se produise. On a dû utiliser une sacrée dose d'essence pour qu'enfin les flammes traversent le pare-feu et envahissent l'habitacle. The wiring out of the dash, it's got to get that. Got to burn that away. Cars will catch. Les voitures peuvent prendre feu, mais il faut vraiment un choc à très grande vitesse pour provoquer une rupture des canalisations et du réservoir d'essence. Et pour en plus élever le feu au degré de chaleur suffisant pour sa propagation, il faut une grande quantité de produits accélérants tout autour. 15 minutes now. Yeah, 15 minutes. On a donc terminé la reconstitution pour voir si le témoignage de Thompson tenait la route. Mais on n'a pas pu découvrir ce qui s'était vraiment passé. Ça voulait dire que son histoire ne tenait pas debout. On a aussi trouvé une autre incohérence. Il y avait largement assez de temps pour sortir de la voiture. Et lui avait certifié que c'était impossible à cause du feu. En chronométrant la scène, on a pu établir qu'il y avait donc un deuxième point de son témoignage qui ne tenait pas la route. Il avait largement le temps d'entrer à l'arrière de la voiture, vu la quantité d'essence qu'on avait dû utiliser pour que la voiture s'enflamme. Dans sa déposition de 1982, juste après l'accident, Thompson déclare que le bidon d'essence du coffre est vide. Mais lorsque les inspecteurs Nines et McKillen lui parlent de leurs doutes sur la véracité de ses dires, Il a légèrement changé de version. Juste assez pour expliquer la présence d'accélérants dans le coffre et l'incendie dans la voiture. il leur raconte qu'il a acheté de l'essence pour sa mère l'après-midi même, mais qu'il a oublié de la lui donner. Il nous a dit que le bidon était dans la voiture et qu'il avait dû se renverser et prendre feu. Il leur affirme n'avoir rien dit à l'époque de peur d'être tenu pour responsable de l'incendie. Les inspecteurs se trompent-ils ou leur intuition est-elle la bonne? La réponse est sous leurs yeux. Mais ils ne le savent pas encore. Alan Thompson a tout d'abord affirmé qu'il n'y avait pas de bidon d'essence dans sa voiture la nuit de la mort de sa petite amie et de sa sœur cadette dans l'incendie. Mais, 3 ans après, il change sa version. Il affirme cette fois qu'il y avait bien un bidon d'essence dans la voiture et que celui-ci a dû se renverser. Thompson a-t-il menti pour éviter d'être tenu pour responsable de l'incendie ou s'est-il parjuré pour une autre raison? Si on regarde les photos de l'arbre contre lequel la voiture est venue s'écraser, on voit des traces de feu au-dessus du capot de la voiture. Comment est-ce possible si le feu a effectivement pris dans le moteur? En regardant de plus près les photos, je pencherai plutôt en faveur de la thèse qui veut qu'on ait aspergé la voiture de liquide inflammable. Je ne peux pas vous dire exactement combien d'essence a été aspergée sur la voiture, mais c'est en tout cas de l'ordre de plusieurs litres. Ça veut donc dire que quelqu'un a délibérément aspergé de l'essence à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. On commençait à avoir de plus en plus d'éléments dans cette affaire et à première vue, tout semblait désigner Thompson. Preuve est désormais établie qu'Alan Thompson a volontairement incendié la voiture. Mais a-t-il condamné l'ouverture des portes avant le crash, afin que les jeunes filles ne puissent pas s'en échapper et soient brûlées vives? Ou les a-t-il tuées avant l'accident? Et a-t-il procédé ensuite à une sinistre mise en scène? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse à cette question est cachée parmi les nombreuses photos qui, depuis des mois,
tapisse le mur du bureau des inspecteurs. Il arrive souvent qu'on ait quelque chose sous le nez pendant longtemps et qu'on passe quand même à côté. Et tout d'un coup, en regardant une photo des deux jeunes filles, on s'est aperçu qu'un liquide inconnu s'échappait de leur crâne. Sur une des photos, on voyait distinctement un trou dans le crâne d'une des deux jeunes filles. On a donc voulu en savoir plus. Ça ne se voit pas tout de suite, mais si on regarde de plus près les photos, on voit que les crânes sont très endommagés. On sait par les directeurs de crématorium et par ce qui s'est passé pendant la Révolution russe que quand un crâne explose dans un incendie, c'est uniquement quand le feu est très rapide et à très haute température. Une très forte pression s'exerce sur le haut du crâne et il en résulte obligatoirement une explosion du crâne. Mais ici, ça ne correspond absolument pas. On dirait plutôt l'orifice de sortie d'un projectile, autrement dit, d'une balle. Et dans l'un des deux crânes, on a un orifice d'entrée bien visible qui signifie qu'on leur a tiré une balle dans la tête. C'est aujourd'hui que le destin tragique de 3 sœurs de Canberra va être dévoilé à la Cour fédérale. Ian Temby, avocat de la couronne, a affirmé que Thompson était déjà sous le coup d'une inculpation pour le meurtre de l'une des 3 sœurs. Cela suffit à une nouvelle mise en examen. Selon lui, cette mise en examen calmera la colère du public et mettra cette affaire à jour. Monsieur Temby a affirmé que de nouvelles preuves venaient contredire la version de Thompson sur l'origine de l'incendie de la voiture. Aujourd'hui, Thompson admet le fait qu'il y avait bien un bidon d'essence dans la voiture alors qu'il l'avait toujours nié jusqu'à présent. L'avocat de Thompson, quant à lui, prétend que ces preuves ne fournissent aucun nouvel élément et met l'accent sur le coût d'une nouvelle enquête. Il ne restait plus qu'à exhumer les corps et à chercher d'éventuelles preuves scientifiques sur les jeunes filles. Si le témoignage de Thompson était véridique, on aurait obligatoirement retrouvé des traces de brûlures sur le larynx et les poumons des deux filles, même si elles avaient été inconscientes. Et il nous fallait absolument ce genre de preuves pour mettre Thompson en examen pour meurtre. On a donc donné l'ordre de procéder à l'exhumation des corps. Et après une nouvelle autopsie, on a trouvé des traces de blessures par balle. Des traces de blessures par balle ont été décelées sur les corps d'au moins l'une des 2 sœurs. Des blessures par balle provenant d'une carabine de calibre 22, le même calibre que celui utilisé par Alan Thompson lors du meurtre de Ranmila, la sœur aînée des jeunes filles et de sa famille. Au cours de l'autopsie, le légiste n'a trouvé aucune trace de brûlure sur le larynx ou les organes internes et il a pu formellement établir que les 2 filles étaient déjà mortes au moment de l'incendie. Il a également retrouvé des traces de plomb dues au passage d'une balle à travers le crâne. Il a donc pu établir avec certitude que les 2 filles avaient reçu une balle dans la tête et qu'elles étaient donc mortes avant l'incendie. Au cours de l'enquête, notre intérêt n'a cessé de grandir sur cette affaire. On a voulu aller jusqu'au bout. Et plus on avançait, plus on s'éloignait des premières conclusions. Que s'est-il réellement passé cette fameuse nuit? Qu'est-ce qui a bien pu pousser Thompson à tuer sa petite amie et sa sœur cadette? Juste avant l'accident, Mariana est venue nous voir au travail pour parler à sa sœur. C'est la seule et unique fois où elle nous a dit qu'elle avait peur de lui. Mariana avait peur de la violence refoulée d'Alan Thompson, son fiancé. Cette révélation remet en perspective toute la relation qui liait les jeunes gens et que chacun dans la famille s'accordait naïvement à trouver exemplaire. Elle explique aussi la suite tragique des événements. He's talking shit now. Can you just stop yelling at her? I'll do what I want, all right? Excuse me. The younger sister had come. La sœur cadette avait prévu de passer le week-end avec eux. Il y avait de la séparation dans l'air. La jeune fille avait l'intention de le quitter et lui ne voulait pas en entendre parler.
Et on pense que sa sœur était là pour l'aider à franchir le pas. Je pense qu'il les a tués parce que Mariana voulait le quitter. Mariana était venue nous voir au travail pour nous dire qu'elle commençait à avoir peur de lui et qu'elle voulait vraiment le quitter. Si elle n'était plus à lui, elle ne serait à personne. Mais pourquoi a-t-il pris aussi la vie de Lily et puis celle de Rad? Je ne sais pas. Il y avait de vraies similitudes dans le mode opératoire des deux affaires. Dans les deux cas, l'arme utilisée était de calibre 22. Les victimes avaient toutes été tuées d'une balle dans la tête et à chaque fois, Thompson avait voulu maquiller les meurtres en prétextant la mort dans un incendie. Il y avait donc une vraie corrélation entre les deux affaires. 4 ans après les faits, Alan Thompson est reconnu coupable des meurtres des 3 sœurs Milosevic, de Tony et des enfants du couple. Mais quel mobile a poussé le jeune homme à commettre de telles atrocités? La peur d'être abandonné par sa petite amie, répondent les psychologues de la police, ne trouvant pas d'autres explications. Puis, pour le massacre de la famille, la frustration et le désir inassouvi d'avoir été conduit par Anne Mila dans ses tentatives de séduction. Ces arguments consternants bouleversent l'entourage des Milosevic. Il a trompé tout le monde. À son arrivée, tout le monde le voyait comme un gentil garçon, toujours très attentionné. La famille Milosevic lui faisait confiance. Mais après les meurtres à Richardson, on a compris qu'il était le seul responsable. Thompson est finalement condamné à 2 peines de prison à vie pour chacun des 2 meurtres qui viennent s'ajouter aux 4 peines précédentes. Ça a été une vraie satisfaction à l'annonce de la condamnation de M. Thompson. Ça voulait dire que la famille Milosevic pouvait réellement faire son deuil. J'ai vraiment eu beaucoup de peine pour elle, sincèrement. Cette femme avait perdu une grande partie de sa famille sans aucun motif valable. Elle a perdu 3 filles, un beau-fils et 2 petits-enfants. C'est vraiment tragique de voir cette mère qui s'était battue pendant autant de temps pour élever seule ses 3 enfants et de voir qu'un type pouvait débarquer comme ça et les lui enlever. Aujourd'hui, après 20 années plutôt étranges, la vie reprend son cours. Il ne se passe pas un seul jour où ceux qui sont encore là ne pensent pas à Rad, Tony et leurs enfants, ainsi qu'à Mariana et Lily. Il a complètement anéanti cette famille. Je ne pense plus du tout la même chose de Tomo comparé à l'époque où j'étais jeune. Je le déteste maintenant. Sûrement autant qu'eux pour ce qu'il leur a fait subir. À leur façon, Bronwyn et la famille meurtrie ont réussi à rayer Alan Thompson de leur vie.
À l'origine, le nom de Tomo figurait sur la pierre tombale de Mariana. Il y avait écrit « Avec tout l'amour d'Alan ». À cette époque, il le croyait vraiment amoureux d'elle, mais après tout ça, on a rayé son nom. Bien entendu, on ne vit plus dans une société qui applique la loi du œil pour œil, dent pour dent. On ne peut pas ramener les morts à la vie, on ne peut pas remonter le temps, mais aujourd'hui, les gens en général aiment voir ce genre de criminel puni pour ce qu'il a fait. Alan Thompson se trouve derrière les barreaux depuis plus de 20 ans maintenant. Il purge sa peine dans une prison de haute sécurité. J'espère vraiment que ce genre d'individu ne sera jamais relâché. Alan Thompson n'est qu'une ordure sans aucune émotion. Il ne ressent absolument rien. C'est la meilleure description que je puisse faire de lui. Une ordure sans âme. Une ordure sans âme. Un poisson froid en anglais. C'est ainsi que le policier McKillen décrit littéralement Alan Thompson, le tueur en série le plus tristement célèbre d'Australie. Enfermé derrière des barreaux depuis près de 25 ans, Thompson a-t-il parfois l'ombre d'un remords? A-t-il une pensée pour la jeune fille dont il était tombé amoureux et qu'il a tué de sang-froid? Éprouve-t-il le moindre sentiment pour Rad et Tony, le couple d'amis fidèles qu'il accueillait chaque soir dans leur maison pleine de vie? A-t-il le moindre repentir pour avoir arraché la vie à 2 enfants en les fusillant à bout portant comme du gibier? Sincèrement, j'ose l'espérer, à moins que son esprit fêlé ne reste sourd aux murmures de sa conscience, comme les bruits du monde extérieur sont étouffés par les murs infranchissables de la prison où il croupit. Bonsoir. Je vous remercie de nous être fidèles et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. To the deep makes the ground shake with every step and each distant sound. It holds the mystery, it holds the ground. Une célèbre journaliste de télévision du Michigan est retrouvée devant chez elle, tuée de 2 balles de carabine. Est-ce l'épilogue d'un harcèlement commencé avec des lettres de menaces et un cambriolage? Un expert en documents, un spécialiste du comportement et surtout un chien policier rassemble des indices qui désignent bientôt un suspect inattendu. Les enquêteurs fouille les décombres d'une maison incendiée dans laquelle la femme d'un policier a perdu la vie. S'agit-il d'un simple et tragique accident? Mais plus les chimistes et toxicologues approfondissent leur analyse et plus ils pensent avoir affaire à une scène de crime. Bonjour. Face à la duplicité et au machiavélisme de certains meurtriers, nombre de crimes resteraient impunis sans l'intervention des experts de la police scientifique. Un lambeau de chair, une trace de pneu, un gaz invisible ou un éclat de peinture peuvent se transformer en pièces à conviction et faire en sorte que justice soit rendue.
Mais commençons notre histoire. Nous sommes à Battle Creek, dans le Michigan, et Diane Newton King, une indienne Mohawk, présente, comme chaque soir, le journal télévisé. Nous devons faire tout notre possible pour soutenir nos compatriotes engagés dans le conflit au Moyen-Orient. Elle est journaliste pour une chaîne de télévision régionale, possède une jolie maison, est mariée et mère de 2 enfants ravissants. Diane Newton King est le genre de femme qui attire tous les regards dès qu'elle entre dans une pièce. Non seulement par son allure, la beauté de ses traits d'origine amérindienne, mais aussi parce qu'elle a toujours le sourire aux lèvres, qu'elle est très vive et cela contribue à séduire naturellement les gens. Après 3 ans et demi passés dans un camp japonais de prisonniers Diane de guerre, a la réputation d'être une journaliste accrocheuse et tenace. Elle était insistante. Oui, pour obtenir des infos, elle savait insister et pouvait parfois se montrer pressante. Et si elle sait capter l'attention du téléspectateur, ce n'est pas toujours de la manière dont elle le souhaite. Elle commence à recevoir des appels importants et des lettres d'un admirateur transi. L'homme se présente comme quelqu'un qui désire travailler dans le milieu audiovisuel. Il dit qu'il veut la rencontrer, l'inviter à déjeuner et commence à la harceler, allant jusqu'à lui téléphoner 1 fois par jour. Les responsables de la chaîne embauchent un gardien supplémentaire et filtrent tous les appels que reçoit Diane. Brad, le mari de Diane, un ancien policier, prend lui aussi des précautions. Il fait installer un éclairage automatique qui s'allume dès qu'une présence est détectée dans le jardin. On leur offre même un Doberman pour servir de chien de garde. Pourtant, le harcèlement continue et cette lettre arrive à son adresse personnelle. Les lettres découpées dans un magazine forment le message suivant. Vous auriez dû accepter de déjeuner avec moi. La situation s'est mise à prendre un tour vraiment effrayant quand Diane a reçu la première lettre dans sa boîte, car auparavant, personne ne savait où elle habitait. Diane remet alors la lettre à la police locale. Je n'ai jamais rencontré d'affaire où un inconnu découpe des lettres dans un journal et les colle sur une feuille. On voit ça à la télé, on voit ça au cinéma, mais ça ne se fait pas dans la réalité. Quelques semaines plus tard, on fracture une fenêtre de la maison des King pendant leur absence, mais rien n'est dérobé. Ces curieux incidents se terminent par une tragédie un samedi après-midi de 1991. Brad, l'époux de Diane, rentre chez lui et découvre sa femme étendue dans l'allée, morte, visiblement abattue d'une balle dans la poitrine. Les 2 enfants sont encore dans la voiture, en vie, mais terrorisés. La police craint d'avoir une part de responsabilité dans ce drame. Un des inspecteurs appelé sur les lieux du crime ce soir-là a réagi en disant « Bon sang, on n'a pas assuré ». Il savait que la lettre anonyme traînait sur son bureau depuis des mois et qu'il n'avait pas vraiment mené d'enquête sérieuse. La lettre renferme plusieurs indices, mais pas ceux auxquels s'attend la police. Le meurtre de Diane King fait la une de l'actualité dans la petite ville de Battle Creek. Les enquêteurs espèrent découvrir des indices grâce à l'autopsie. Et celle-ci révèle un élément crucial. Diane a été abattue non pas d'un seul, mais de 2 coups de carabine de calibre 22. La balle tirée dans la poitrine a suivi un angle légèrement oblique. C'est-à-dire qu'en traversant le corps, elle a suivi une trajectoire du haut vers le bas. Ce qui indique que l'arme était tenue en surplomb de la victime. La seconde balle suit une trajectoire radicalement différente. L'angle est tout à fait inhabituel. La balle est entrée juste au-dessus de l'os pubien et a traversé le corps avec un angle très faible. C'est-à-dire qu'elle a perforé une partie des intestins, le poumon gauche, et je l'ai retrouvée près de l'os de la clavicule. Apparemment, l'assassin tire une première fois d'un point surélevé, puis descend au niveau de la victime, se rapproche et tire une seconde fois. Il ou elle a dû soit s'agenouiller, soit s'allonger par terre, et tenir l'arme parallèle ou quasiment parallèle au sol. Les enquêteurs ratissent en tous sens la scène de crime et les alentours, cherchant où l'assassin a bien pu s'embusquer. En se référant à des angles de tir logiques, leurs pas se dirigent vers la grange bâtie près de la maison. Leur intuition est bonne. En examinant le sol,
il découvre une douille de carabine de 22. Faisait-elle partie du projectile qui a atteint la journaliste? J'avais un peu la chair de poule en pensant qu'on était peut-être à quelques mètres de la personne qui avait commis ce crime. On était probablement à l'endroit même où il s'était tenu 1 heure avant. Le personnel de la police participe à la reconstitution de la scène. Et les enquêteurs utilisent un laser pour vérifier leur hypothèse quant à la cachette du tireur. Nous connaissions la trajectoire de la balle grâce aux résultats de l'autopsie. Et nous avons voulu vérifier que celle-ci correspondait à un coup de feu tiré du grenier de la grange. En dirigeant le rayon laser sur l'endroit où s'était tenue la victime, on est parvenu à la conclusion que l'angle de tir était cohérent. Puis, l'officier de police, Gary Liesel, et son chien de pistage, Travis, essaient de repérer la trace du meurtrier. Quelle que soit l'arme, la douille est éjectée du côté droit après le coup. Je me suis donc placé du côté gauche de la douille et Travis a montré qu'il avait une piste. Et à partir de là, il a suffi de le suivre. Les chiens peuvent repérer quelqu'un à l'odeur, unique à chaque individu, et qui se compose de cellules mortes laissées par la peau, ainsi que de transpiration. L'adrénaline circule, le cœur s'emballe, on transpire, l'excitation monte. C'est une odeur totalement différente de celle d'une personne qui, disons, est désorientée ou qui a perdu son chemin. Travis flaire l'odeur du meurtrier qui se cachait dans la grange, la suit jusqu'à une petite passerelle qui enjambe un ruisseau, puis tourne brusquement à gauche. Travis a suivi sa piste jusqu'ici et à cet endroit-là, il était très agité. C'est ici qu'il découvre la crosse d'une carabine Remington, une Scoremaster modèle 511, enfoncée profondément dans la vase. Un peu plus loin, au fond de l'eau, se trouvent 7 douilles de calibre 22. On était tous satisfaits de cette découverte. On savait qu'on tenait probablement l'arme du crime, parce qu'il n'y avait pas de raison que quelqu'un aille planquer une arme dans le lit d'un ruisseau à ce moment-là. Au laboratoire scientifique, les experts en balistique font des tests de tir avec la carabine et obtiennent son empreinte. Une encoche unique à chaque arme, gravée par le percuteur sur le culot des cartouches. La douille de carabine retrouvée dans le grenier à foin, ainsi que les 7 douilles ramassées dans le ruisseau, furent identifiées comme provenant toutes de l'arme à feu en question. Cependant, il est impossible de faire correspondre les balles à la carabine. Cela tenait essentiellement au mauvais état des balles. Elles avaient été endommagées par l'impact avec la cible, dans ce cas un corps humain. Et cela rendait difficile toute identification formelle. Sur les lieux du crime, le chien Travis, pour sa part, n'a pas encore terminé son enquête. Après avoir découvert l'arme et les douilles, il saute par-dessus le ruisseau et s'élance de nouveau sur la piste du meurtrier. Les chiens ont un flair absolument stupéfiant. On se dit, mais comment font-ils? Comment parviennent-ils à découvrir autant de choses? Travis suit la piste à travers les bois, regagne la rue, puis, étonnamment, retourne sur les lieux du crime. Si Travis est dans le vrai, l'assassin fait partie du groupe de badauds qui observait la police procéder aux constatations. Peu après les obsèques de Diane, sa mère révèle à la police une information capitale pour l'enquête. Information que Brad King avait omis de mentionner. À l'origine, Diane avait l'intention de confier ses 2 enfants à sa mère et de rentrer chez elle retrouver Brad pour qu'ils passent ce week-end-là tous les deux en tête-à-tête. Mais le 9 février, il semble qu'un des enfants était un peu souffrant et Diane a décidé d'aller rechercher les petits et a fait 2 heures de route pour l'aller-retour à Marshall. La victime se gare et descend de sa voiture. Nous n'avons aucun indice qui suggère qu'elle ait eu peur de quelque chose. Elle n'a fait aucune espèce de mouvement défensif. Et le criminel, de son côté, est tranquillement embusqué sur les lieux et assez sûr de lui pour s'approcher de la victime et tirer un second coup de feu. Le trajet effectué par Travis, le chien policier, a de quoi surprendre son maître. Pourquoi, après s'être dirigé à travers bois, a-t-il brusquement fait demi-tour pour revenir vers la maison? L'assassin
Serait-il un familier des victimes? Vivrait-il à proximité de la scène de crime? Serait-il le mari de Diane? Bien que cette hypothèse donne le vertige, les enquêteurs s'interrogent. D'autant que Brad King, qui enseigne à temps partiel la criminologie à l'université, ne possède aucun alibi solide. Il se contente de déclarer qu'au moment de l'agression, il se promenait dans les bois, derrière chez lui. Il indique même aux enquêteurs le chemin qu'il a parcouru. Et étrange coïncidence, ce chemin correspond à la trace qu'a suivi le chien en recherchant le meurtrier. Cela signifiait que Brad aurait forcément dû croiser la personne qui s'enfuyait, puisqu'il avait emprunté le même chemin, et qu'il aurait vu la personne qui avait commis le crime s'éloigner de la grange. Et bien entendu, il n'a rien signalé de tel. Brad ne possédait pas de carabine de calibre 22. Pourtant, on retrouve à son domicile des balles de ce même calibre, similaires, mais non identiques à celles utilisées pour le meurtre. On retrouve aussi une baguette de nettoyage pour un calibre 22. Nous avons fait témoigner leurs 2 femmes de ménage qui ont déclaré avoir vu une arme semblable sur un râtelier au sous-sol d'une maison de ville que les King louaient à Battle Creek. Je me souviens l'avoir vu à chacune de mes visites. C'était un calibre 22. La police découvre une autre incohérence dans la tentative de cambriolage au domicile des King quelques semaines avant le meurtre. Tous les gens qui regardent des films à la télé savent que si l'on fracture une vitre de l'extérieur, le bris de verre tombe à l'intérieur. Dans ce cas-là, le bris de verre se trouvait à l'extérieur, donc la personne qui a cassé la vitre se trouvait forcément à l'intérieur de la maison. Puis, les enquêteurs portent leur attention sur la lettre de menace envoyée au domicile de Diane. Selon les statistiques, seul 1% des lettres de menace utilisent des lettres découpées. Un des aspects les plus révélateurs de ce crime était que les lettres étaient découpées dans un magazine et collées sur une feuille de papier blanc. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de tel message dont l'auteur n'était pas lié de manière affective à la victime. En effet, le criminel utilise des lettres découpées lorsque la victime risque de reconnaître son écriture manuscrite. Malheureusement, le temps que la lettre parvienne au FBI pour être analysée, il n'y a plus aucun espoir de découvrir des empreintes digitales. La lettre anonyme avait été analysée par un premier labo à l'aide d'une poudre. Et selon moi, ce n'est pas le bon procédé, car une fois qu'on a utilisé de la poudre, il est très difficile de faire subir un autre traitement chimique au document. J'ai ordonné que le bureau de Brad King à l'université fasse l'objet d'une perquisition et d'une saisie de matériel. Je voulais les ciseaux, les lames de rasoir, le scotch, la colle, que sais-je, du papier, tout ce qui nous aurait permis de confondre Brad King à l'aide d'une expertise scientifique. Mais cela n'a rien donné. À la recherche d'un mobile, la police découvre des preuves de violence conjugale, d'adultère, ainsi que le mécontentement général de Diane pour le style de vie de son mari. Elle est arrivée un matin et elle était en pleurs et elle avait des ecchymoses. Elle me les a montrées. C'était la période juste avant Noël. Elle m'a expliqué alors que Brad et elle s'étaient disputés. Brad est un personnage assez singulier. Il peut s'attirer très vite la sympathie des gens et les rebuter tout aussi rapidement, selon son humeur. Des amis du couple disent que Diane voulait que Brad trouve un emploi à plein temps. Ma foi, Brad avait trouvé une planque idéale. Il travaillait à temps partiel comme assistant à l'université. À mon avis, elle a insisté sur cette question d'emploi, à un point tel qu'il a eu peur de ne plus pouvoir mener cette existence à l'avenir. C'est sa femme qui se chargeait de l'éducation des enfants, à qui rapportait l'argent. Et je pense qu'elle lui en voulait parce qu'il n'assumait pas sa part. On raconte qu'elle lui donnait des ordres, qu'elle lui criait dessus. Et je pense que cela a atteint un point de rupture pour lui. Et il s'en est pris à elle d'une façon typiquement passive-agressive, en l'assassinant. Les aventures présumées de Brad impliquent des étudiantes de l'université où il enseigne.
Il n'était pas fidèle à sa femme, il avait une liaison avec une étudiante d'un de ses cours. Et il fréquentait une autre femme qu'il avait rencontrée à Battle Creek. On rapporte qu'il essayait même à l'occasion d'offrir les services de jeunes femmes aux clubs d'étudiants dans lesquels il traînait en compagnie d'hommes plus jeunes que lui. Ce n'était pas l'image de la fidélité conjugale, de quelque manière que ce soit. Un an après la mort de sa femme, Bradford King est arrêté et inculpé de meurtre. Le procureur et les enquêteurs de cette affaire craignaient qu'étant donné que le suspect était un ancien officier de police et un professeur de criminologie dans une grande université, il allait leur sortir un lapin de son chapeau, essayer de les manipuler, jouer au chat et à la souris, version médico-légale. Alors que Bradford King s'apprête à passer en jugement pour le meurtre de sa femme, ce que redoute le procureur se produit. Un élément nouveau fait brusquement surface et il vient brouiller les pistes et risque d'anéantir les arguments de l'accusation. Un homme qui vient d'emménager dans la maison voisine des King a trouvé une carabine Remington Scoremaster 511 dans son grenier. Cette carabine de calibre 22 long rifle, quasiment identique à l'arme présumée du crime, est aussitôt envoyée au laboratoire pour expertise. Les tests balistiques qui ont été effectués ont démontré que la douille retrouvée dans la grange ne pouvait pas provenir de la deuxième arme qui a été remise à la police. L'accusation pense que Brad a volontairement placé cette carabine dans la maison voisine pour semer le doute dans l'esprit des jurés. Et que Brad est l'auteur des appels téléphoniques, de la lettre de menace anonyme, ainsi que du simulacre de cambriolage, et enfin qu'il a commis l'erreur de briser la vitre de l'intérieur de la maison plutôt que de l'extérieur. Le jour du drame, Diane a l'intention de conduire les enfants chez leurs grands-parents pour y passer la nuit. Pendant son absence, Brad fait des essais de tir pour aligner la cible. Il ramasse soigneusement toutes les douilles derrière lui. Plus tard, quand Diane rentre à la maison, Brad est à l'affût dans le grenier. Le second coup de feu est tiré à bout portant après qu'il a quitté la grange. Signe indéniable de haine et de colère. Ensuite, Brad s'aperçoit que les enfants sont dans la voiture. Il ignore que l'un d'eux est souffrant. Ne pouvant abandonner les petits dans le froid très longtemps, il sait qu'il doit changer ses plans. Il se débarrasse alors rapidement de l'arme près du ruisseau, jette les douilles dans l'eau, puis retourne à la maison et alerte la police. Mais Brad oublie de ramasser la douille qui se trouve dans le grenier. Et c'est cet élément qui va lier son arme au meurtre. Il ignore qu'un chien policier va flairer sa piste dans le grenier, la suivre jusqu'au ruisseau, traverser les bois, puis revenir à son point de départ. Je pense qu'il a présupposé qu'il s'agirait d'une petite opération policière de province et en tant que spécialiste du crime, en tant qu'assistant en criminologie, compte tenu de sa personnalité, à mon avis, il s'est dit qu'il serait plus rusé qu'eux. D'aucuns pensent que les enfants ont contrecarré ses plans pour se construire un alibi solide. Je pense qu'il n'avait pas envisagé que les enfants seraient là. Car dans ce cas, il serait sans doute allé se montrer dans un endroit public et il aurait fait découvrir sa femme par un autre. Ça lui aurait fourni un bon alibi. Peu avant sa mort, Diane dit à des amis qu'elle soupçonne Brad d'être l'auteur des appels téléphoniques et de la lettre de menace. Elle m'a dit « je pense que c'est Brad » et elle a ajouté « je ne sais pas encore ce que je vais faire ». La défense ne présente que 7 témoins et déclare que l'accusation n'est fondée que sur des présomptions. Personne ne peut affirmer à la barre, Brad King avait une arme ce jour-là. Brad King a brandi une arme ce jour-là. Il a appuyé sur la détente ce jour-là. Personne. J'étais très intimement persuadé que Brad King était coupable. J'ignorais seulement si j'allais pouvoir convaincre 12 personnes. Les jurés estiment que les preuves médico-légales sont aussi convaincantes, si ce n'est plus qu'un témoin oculaire.
Après délibération, le jury déclare Bradford King coupable de meurtre avec préméditation. Brad King est condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Quand j'examine des indices, que ce soit grâce à des éléments balistiques ou autres, et que je parviens à une identification formelle qui permet d'élucider une affaire, j'éprouve la satisfaction d'être utile. Toutes les analyses médico-légales concordaient et tendaient à désigner Brad King comme étant le meurtrier de sa femme. On peut avoir des présomptions, soupçonner quelqu'un d'être l'auteur d'un crime, mais sans les analyses scientifiques pour relier les éléments, il n'y a pas de charge. On ne mesure pas tout ce qu'un chien peut réaliser grâce à son flair. Tous les jours, je les vois accomplir des prodiges. Je les regarde et je me dis, mais comment font-ils? L'histoire tragique de Diane Newton King a passionné le public américain et a donné d'ailleurs matière à un livre intitulé « L'œil du spectateur ». Pour ma part, quand je dois raconter des meurtres commis par des hommes sur leur épouse, je m'interroge toujours sur l'hécatombe que nous aurions à subir si le divorce n'existait pas. Songez par exemple à l'énergie et au trésor d'imagination que Brad King a dû déployer pour éliminer sa femme, alors qu'un bon avocat aurait réglé son affaire en quelques mots. Notre seconde histoire nous transporte à Green Bay, dans l'État du Wisconsin. Par un matin froid de février, Lola, 14, se rend en voiture chez sa fille. Quand elle s'approche de la maison, elle découvre bientôt qu'un incendie l'a ravagée. Plus effrayant encore, elle doit couper des ficelles qui nouent les portes de l'intérieur pour empêcher une intrusion. Tout était complètement noir, entièrement recouvert de suie. Comme je ne trouvais pas Sandy, j'ai couru dans toute la maison en l'appelant. Ensuite, j'ai vu qu'elle était sur le canapé. Elle était entièrement brûlée. Sandy Maloney n'a que 40 ans. Ça m'a fait mal. J'étais sous le choc. Au début, je n'avais pas vraiment conscience du fait que c'était Sandy qui était morte. Je suis entré dans la pièce et mon père s'est mis à pleurer. J'ai plus ou moins compris ce qui s'était passé. Ensuite, il m'a simplement dit qu'il y avait eu le feu dans la maison, qu'on avait trouvé quelqu'un à l'intérieur et qu'on pensait que c'était ma mère. Sandy vit seule depuis qu'elle s'est séparée de son mari. Il semble que le feu a démarré vers 19h30 la veille au soir. L'horloge s'est arrêtée lorsque le feu a fait fondre son mécanisme interne. Les experts locaux en incendie identifient l'origine du feu grâce au motif en V bien reconnaissable sur le mur. Lorsque le feu prend, il brûle vers le haut et vers l'extérieur, ce qui laisse des traces révélatrices sur les murs, les meubles, le plafond, ce genre de choses. Dans ce cas précis, j'ai observé une forme en V indiquant que le feu serait parti du canapé. Et c'est là qu'on retrouve le corps de Sandy. Le feu ne se propage pas au-delà du salon. L'apport en oxygène ne semble pas avoir été suffisant pour permettre au feu de se propager librement. Une fois que l'oxygène a été épuisé dans la pièce, le feu s'est éteint tout seul. Le salon est jonché de bouteilles de vodka vides et de mégots. Il y avait des cendriers qui débordaient, des cigarettes posées à même la table et des annuaires qui se sont embrasés, brûlant toutes les surfaces. Les enquêteurs connaissent Sandy Maloney puisque son ancien mari est officier de police. Sandy était l'amour de ma vie. C'était mon âme sœur. Quand on rencontre quelqu'un comme ça, on se dit qu'on veut passer le reste de ses jours avec cette personne. Au début des années 90, Sandy se fait mal au dos et devient dépendante des analgésiques. Elle se met également à boire beaucoup. À 2 reprises, elle suit une cure de désintoxication à l'hôpital, mais en vain. Ça l'a complètement détruite. Elle n'était plus l'épouse gaie et la mère formidable d'avant. Quand les enfants rentraient de l'école, Sandy était déjà complètement ivre. Elle était ivre au point de tituber et d'être incapable de parler normalement.
Je savais que ça n'allait pas. J'entendais parler d'huissier. Quand on a une accoutumance, ça peut faire perdre de l'argent. Mes parents n'avaient pas de quoi payer leurs factures et la plupart des disputes entre mon père et ma mère tournaient autour de ça. Alors je n'étais pas totalement inconscient de ce qui se passait. Cela n'a rien d'étonnant si, lors de la séparation des Maloney, John obtient la garde de leurs 3 enfants. Sandy poursuit sa descente aux enfers. Ils se disputaient. John jurait et il était tout le temps en colère. La situation empirait. On aurait dit que la maison était sur le point d'exploser. Elle passait la plupart de son temps à la maison. Elle décrochait le téléphone et se coupait de tout contact avec ceux qu'elle fréquentait avant. Selon les indications préliminaires, l'incendie démarre à cause d'une cigarette laissée négligemment allumée par Sandy. Mais l'autopsie de Sandy ne confirme pas cette version. Pour découvrir avec certitude la cause du décès de Sandy Maloney, son corps est confié à un expert médico-légal pour être autopsié. Quand on s'occupe d'un décès par le feu, on recherche des blessures qui ne concordent pas avec le feu. Depuis son accident du dos, Sandy Maloney consomme trop d'alcool et de médicaments. Personne ne l'ignore. C'est pourquoi des prélèvements sanguins sont envoyés dans un laboratoire de toxicologie. Utilisant la chromatographie en phase gazeuse, les scientifiques parviennent à identifier les éléments présents dans son organisme. Ils constatent que le taux d'alcool dans le sang est de 2,50 g, soit plus du double de la limite légale dans l'État du Wisconsin. Les experts médico-légaux, pour la plupart, ne considèrent pas le taux d'alcoolémie comme pouvant être mortel, tant qu'il est inférieur à 4 grammes. Surtout lorsqu'on a affaire à un alcoolique chronique. Sandy est découverte le visage contre le canapé. Ce n'est pas une situation habituelle pour quelqu'un qui est simplement ivre. En général, les gens ont tendance à s'écrouler et même s'ils sont ivres, le cerveau inférieur fonctionne, ce qui les pousse à tourner leur visage sur le côté afin d'avoir de l'air. Elle avait le visage contre le coussin. Il y a un autre élément suspect. Le taux de monoxyde de carbone dans son sang n'est que de 8%. Quand une personne meurt à cause d'un feu, son taux de monoxyde de carbone monte généralement jusqu'à 70%, voire plus. Le taux de monoxyde de carbone trouvé chez Sandra Maloney au moment du décès indique donc qu'elle est morte avant le début de l'incendie. Et le médecin découvre d'autres éléments qui confirment cette version. On s'attendrait à ce que toute la trachée soit couverte d'une couche noire de suie, depuis la partie supérieure de la gorge jusqu'à la partie inférieure et aux 2 poumons. Sandy n'avait qu'une faible quantité de suie dans les voies respiratoires, nettement moins que d'ordinaire. Il y a également des contusions dans les muscles du cou de Sandy, ainsi que sur son dos. Cela pourrait tout à fait indiquer qu'il y avait quelqu'un qui utilisait ses genoux ou ses bras pour la maintenir face contre le coussin du canapé et l'étrangler. On trouve également une entaille verticale et non horizontale sur la nuque de Sandy. Il y avait un cendrier cassé dans la pièce. Que ce soit ou non l'instrument qui a été utilisé, ce cendrier est bien le genre d'objet lourd et tranchant dont on aurait pu se servir pour causer ce type de blessure. Sandy est retrouvée sur le canapé sans chemisier. Dans le panier à linge sale du sous-sol, les enquêteurs découvrent une chemise en velours côtelé couverte de sang. Apparemment, quelqu'un a essayé de la cacher sous d'autres vêtements, mais le sang trouvé sur la chemise en velours concordait avec la blessure à la tête et la position de la victime. Ça a éveillé les soupçons. Vu l'ensemble des preuves qu'on avait dans cette affaire, il était évident qu'il s'agissait bel et bien d'un homicide. Cette mort a été causée par une autre personne. Sur les lieux de l'incendie, les enquêteurs trouvent plusieurs objets suspects. Une pochette d'allumettes brûlée sous une casquette de baseball, des mouchoirs en papier tordus et fourrés dans les coussins du canapé. Pour les enquêteurs médico-légaux, il ne fait aucun doute que ces indices confirment une intention criminelle.
Pour moi, les indices trouvés sur le canapé et devant celui-ci prouvent que celui qui a commis ce crime avait au moins des connaissances de base en matière de feu, la façon dont il prend et les méthodes à utiliser pour qu'il se propage d'un endroit à un autre. Maintenant, quand on sait qu'il s'agit d'homicide et d'incendie volontaire, John, l'ancien mari de Sandy, devient le suspect numéro 1, mais il a un alibi. Il est chez lui avec sa petite amie le soir de l'incendie. Mes enfants ont passé toute la soirée avec moi et Tracy et Ellen Brand étaient là. On s'est seulement dit qu'il s'était passé quelque chose d'imprévu. Peut-être qu'avec un de ses amis, ils avaient abusé de certaines substances, quelque chose comme ça. Malgré l'alibi, les enquêteurs notent que John a récemment pris des cours sur les enquêtes en cas d'incendie dans le cadre de sa formation permanente d'officier de police. Je peux vous affirmer que je ne suis pour rien dans la mort de Sandy. Je n'ai pas tué Sandy. Pour élucider le mystère de la mort de Sandy Maloney, les enquêteurs doivent en savoir le plus possible sur l'incendie de la maison. Les preuves montrent clairement que le feu a démarré dans le salon. Les traces de brûlure sur le sol devant le canapé étaient dans la zone la plus carbonisée. Il y en avait aussi au centre de la pièce. Cette disposition évoquait clairement la présence d'un liquide accélérant versé par terre. C'était une forme très irrégulière et allongée. Des débris sont ramassés dans une boîte étanche dans la zone où se trouve le canapé et envoyés pour être analysés dans un laboratoire spécialisé de Wisconsin. Au laboratoire, des scientifiques placent un morceau de charbon radioactif dans la boîte pour identifier les gaz présents dans les débris. Par la suite, ce charbon est lavé dans une solution stérile et analysé. Un chromatographe à gaz est un appareil qui peut rechercher les composantes de l'essence, du kérosène, entre autres. On obtient une sorte de tracé. Ça ressemble un peu à un électrocardiogramme avec des lignes qui montent et qui descendent. Mais pour les experts médico-légaux, les pics correspondent à des choses différentes, à des composants chimiques particuliers. Le chromatographe ne décèle aucun produit accélérant dans les débris. Mais la bouteille de vodka vide sur les lieux du crime suggère une explication possible. Ce ne serait pas la première fois que de la vodka sert d'accélérateur et que les résultats du laboratoire sont négatifs. Soit parce que la vodka a brûlé lors de l'incendie, soit parce qu'elle s'est évaporée après le feu. Il y a un élément qui porte à croire que Sandy connaissait la personne qui est à l'origine du feu. Il n'y a aucune trace d'entrée par effraction et toutes les portes étaient fermées à clé. Une des clés de la porte a été trouvée sur le porte-clés de Sandra Maloney, posé sur le placard de la cuisine. Une autre clé avait été donnée à John Maloney des années auparavant lors de l'installation de la porte. Il ne l'avait jamais rendue. Il n'y avait que 2 clés pour cette porte. John Maloney s'est donc immédiatement retrouvé en première ligne comme suspect. L'ancien mari de Sandy nie ce fait. Sa mère et moi n'étions pas les seuls à avoir la clé de la maison. Il y avait une clé à laquelle les enfants avaient accès. Certains de ses amis avaient des doubles. Quand j'ai quitté la maison, les serrures ont été changées. Je n'avais donc pas les clés. À un moment donné, j'ai eu la clé d'une double porte à l'extérieur. Mais c'était la seule serrure dont j'avais la clé. En épluchant les comptes de John Maloney, les enquêteurs découvrent que le mobile qui aurait pu le pousser à tuer sa femme pourrait se résumer à une sordide question d'argent. En effet, lors de la procédure de divorce, John a accepté de verser à Sandy $450 de pension alimentaire par mois, plus la moitié de ses biens. Cette contrainte financière est-elle néanmoins suffisante pour faire de lui un assassin? Dans le doute, les policiers s'intéressent alors à Tracy Ellen Brand, la maîtresse de John. Serait-elle responsable ou aurait-elle participé à l'homicide? On s'est dit qu'ils étaient tous les deux au courant de l'homicide ou qu'ils y avaient peut-être participé tous les deux. Tracy était donc quelqu'un qui éprouvait de l'hostilité envers Sandy Maloney et il fallait se pencher sur son cas. Tracy affirme qu'elle était à la maison avec John le soir du meurtre.
Mais les enquêteurs augmentent la pression en lui disant qu'elle pourrait être accusée de complicité de meurtre. Elle modifie donc sa version. Elle déclare alors qu'elle dormait et qu'elle ignore où se trouvait John au moment où l'incendie s'est déclaré. Elle affirme aussi que John a eu un comportement suspect à la fin de la soirée. Tracy, sa petite amie, a remarqué un comportement nerveux et des tremblements lorsqu'il est rentré à la maison. Selon elle, John dégageait également une odeur de fumée. Tracy accepte d'aider la police en portant un micro caché pendant qu'elle interroge John sur l'accident. Mais au cours de ces conversations, John nie être mêlé à cette affaire. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, lors de vacances à Las Vegas, que la conversation devient plus intéressante. L'accusation est persuadée que John Maloney est furieux contre sa femme, Sandy, à cause de sa dépendance aux médicaments et à l'alcool. Cette dépendance rendant leur divorce difficile à concrétiser. Il va donc lui parler pour s'assurer qu'elle sera bien au tribunal le lendemain pour l'audience du divorce. Les preuves suggèrent qu'ils se sont disputés. Sandy est grièvement blessée à la tête, soit volontairement, soit accidentellement. À un moment donné, il l'étrangle et la tue. John retire la chemise tachée de sang de Sandy et la cache dans le panier à linge. Pour camoufler ses traces, John décide de mettre le feu à la maison et de maquiller ce geste en incendie accidentel. Il insère des mouchoirs en papier dans les coussins du canapé pour s'assurer que le feu prenne et se sert peut-être de vodka comme accélérateur. John quitte ensuite les lieux en espérant que la maison brûlera entièrement, détruisant ainsi les preuves de son meurtre. Mais il se trompe. Il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour que le feu se propage à toutes les pièces. Et l'incendie s'éteint spontanément. Cela ne fait absolument aucun doute pour moi. John Maloney est coupable. Mais il n'a pas brillé par ses talents d'incendiaire. Il aurait dû faire davantage de recherches. Pour consolider leurs arguments, les enquêteurs demandent à Tracy, la petite amie de John, d'interroger ce dernier au sujet de l'incendie, tout en les laissant écouter. Ils placent alors une caméra et un micro cachés dans leur chambre d'hôtel à Las Vegas, pendant leurs vacances. La mise sous surveillance à Las Vegas et ce qu'on voit sur la cassette nous ont vraiment éclairés, non seulement sur les relations entre John et Tracy, mais sur la face cachée de celui-ci. Cela révèle également les sentiments de John envers son ex-femme, Sandy. Ça prouve qu'il la détestait. Il la détestait. Il la traitait de tous les noms. Il lui disait qu'elle était anorexique et alcoolique. Il voulait tout simplement se débarrasser d'elle. Après des heures de dénégation, John finit par avouer qu'il se trouvait dans la maison de sa femme le jour de l'incendie. Pourquoi tu es allé là-bas? Pour en finir avec le divorce, pour que ce soit réglé. Tu lui as dit, t'as intérêt à venir au tribunal, compris? Non. J'ai dit que je voulais en finir et que les gosses arrêtent de souffrir. John Maloney a affirmé dès le départ qu'il n'était pas allé dans cette maison depuis longtemps. Le fait qu'il avoue avoir été sur place le soir de l'homicide a vraiment déclenché tout le reste. Est-ce qu'il y avait du sang sur son corps? Je refuse de répondre. Il y avait peut-être des bouteilles de vodka et plein d'autres trucs. Pas vrai, Tracy? L'incendie est accidentel? Ouais. Tu ne l'as pas brûlé vive? Non. À un certain point de la conversation, il semble que John s'en prend physiquement à Tracy. John Maloney a plaqué Tracy Ellen Brown contre le mur et il a mis ses mains près de la gorge de Tracy. Ça a été comme une révélation quand j'ai vu ça. J'ai pensé que John Maloney était tout à fait capable de commettre un crime. Les gens ne se rendent pas compte qu'il était à peu près 4h30 du matin quand elle m'a réveillé pour entamer cet interrogatoire. J'étais vraiment furieux.
J'étais furieux d'être accusé en permanence, d'avoir fait quelque chose, d'avoir tué quelqu'un alors que c'était faux. Mais pour les enquêteurs, les cassettes prouvent le contraire. John Maloney est arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Lors du procès, l'avocat de John finit par céder du terrain devant les preuves médico-légales. Aucun effort n'a été fait, aucun effort concret pendant le procès de John pour contrecarrer la version de l'accusation selon laquelle il s'agissait bien d'un incendie criminel. La défense s'est contentée de se replier sur elle-même et d'accepter les découvertes de l'accusation sans remise en question scientifique. Au lieu de cela, la défense accuse Tracy Ellenbrand d'être la véritable coupable. Les preuves concrètes et médico-légales, les déclarations des témoins, leurs observations n'accusent qu'une seule personne, John Maloney. John Maloney est reconnu coupable d'homicide volontaire, d'incendie criminel et de mutilation de cadavres. Il est condamné à la prison à perpétuité. J'ai été complètement bouleversé par le dénouement de mon procès. Je trouvais qu'il y avait une forte dose de doute. John Maloney persiste à clamer son innocence. Je ne suis pour rien dans la mort de Sandy. Je ne l'ai pas tué. J'ai peur à l'idée de passer le reste de ma vie en prison pour un crime dont on m'accuse, mais que je n'ai pas commis. Son fils, Matt, refuse de croire que son père est un assassin. Toutes les preuves trouvées au sous-sol et à l'étage indiquent qu'il s'agit d'une mort accidentelle. J'adorais ma mère, mais je veux simplement que tout le monde sache comment elle est vraiment morte et que mon père n'est pas responsable. Mais les experts médico-légaux retracent ce qui s'est véritablement passé chez Sandy avant l'incendie. L'autopsie représente la voix de la personne décédée, le témoin silencieux du crime. Si cet examen n'avait pas révélé ce qu'il a révélé sur la mort de Sandy, on aurait pu conclure à une mort accidentelle. Cette affaire n'aurait pas pu être élucidée sans les découvertes concrètes des enquêteurs de la police sur les lieux et sans les preuves médico-légales. Le meurtrier serait toujours en liberté. Toutes ces preuves médico-légales sont vraiment importantes. On est très content du bon travail que l'accusation a fait. Je pense qu'il l'a tué de sang-froid. Que ce soit son amour de jeunesse ou pas, il a bel et bien commis ce crime. Les preuves sont là, il l'a tué. Il s'est fait prendre et maintenant il le paie. Vous l'avez entendu, John Maloney ne cesse de clamer son innocence avec, reconnaissons-le, une certaine conviction. Alors qu'en est-il? A-t-il effectivement tué sa femme pour ne plus lui verser de pension alimentaire et ne pas partager ses biens avec elle? Ou bien est-il victime d'une enquête bâclée? Oh, il ne nous appartient pas de trancher entre ces deux hypothèses. Sachez néanmoins qu'un certain nombre d'éléments jettent un sérieux doute sur l'équité du verdict. Premier élément. Une empreinte digitale ensanglantée a été retrouvée dans la douche de la victime. Elle appartenait à Jody Pollack, la meilleure amie de Sandy, droguée et alcoolique elle aussi. Cet indice démontre que Jody se trouvait dans la maison après que Sandy ait été blessée à la tête et avant le départ du feu. 2 empreintes de pieds nus ont également été révélées dans la salle de bain grâce à l'emploi du luminol. Aucune de ces empreintes n'a été prise en compte par les enquêteurs. Deuxième élément. Tracy, la maîtresse de John, était absente de son domicile au moment. Elle a par ailleurs échoué au test du détecteur de mensonges et elle a avoué qu'elle était une menteuse compulsive. Mieux encore, elle s'est inquiétée auprès de Maloney du fait que la police puisse sentir son parfum et retrouver une de ses boucles d'oreilles dans la maison incendiée. Troisième élément. Le procureur, oui, le procureur, a volontairement caché des indices aux responsables de l'enquête qui penchaient pour la thèse de la mort accidentelle, notamment une lettre de suicide laissée par la victime. Ce procureur est aujourd'hui en prison pour subornation de témoins dans une autre affaire. Enfin, quatrième élément, l'état mental de Sandy Maloney
s'était considérablement dégradée ces derniers jours. Elle avait fait une tentative de suicide quelques jours avant, et on retrouve une lettre d'adieu dans sa poubelle. Compte tenu de sa consommation massive d'alcool et de médicaments, il ne serait pas étonnant que les marques sur sa nuque et son dos proviennent d'une chute, et non d'une agression. Il ne serait pas étonnant non plus qu'elle ait involontairement provoqué l'incendie, puisqu'elle avait l'habitude d'écraser ses cigarettes un peu partout dans la maison, y compris sur les meubles. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette étrange affaire dans laquelle, une fois n'est pas coutume, les experts de la police scientifique ont sans doute commis des négligences. Le jury a-t-il pour autant condamné un innocent? Nul ne le saura, à moins que l'ouverture d'une nouvelle enquête et d'un procès ne lève le doute. Ce sera peut-être bientôt le cas, car au vu de ces éléments et de l'arrestation du procureur, une demande d'un nouveau procès a été transmise au juge avec le soutien du responsable de l'enquête. Sinon, Maloney restera en prison au moins jusqu'en 2024. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt, bien sûr, sur cette antenne, pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.